Voilà, ben, nous sommes avec Dominique Chevelier. C'est formidable. On a réussi à faire marcher la technologie à quelques milliers Bon, de bon, kilomètres. bonjour à tous, à la Terre entière. Voilà, tout à fait. C'est l'avantage de l'Internet, c'est qu'on est tous connectés. Et j'ai vu, évidemment, en étant connecté, que tu fêtes cette année tes 50 ans. Et Oui, c'est pas une mes course à 50 ans pied. tout court, 50 ans de course à pied, hein. J'ai commencé en octobre 1969. Alors la date, c'est assez, je me rappelle bien, j'arrivais en cinquième, en classe de cinquième à l'école, donc en collège. En cinquième, on a 13 ans. Et voilà, j'étais un gamin plutôt timide, solitaire, et je voulais faire un sport individuel. Alors, fin des années 60, les sports individuels, c'est quoi? C'est le cyclisme, c'est la course à pied. Le cyclisme, c'est l'époque Eddy Merckx, Ocaña, Thévenet pour les amateurs de cyclisme. Donc moi, je découpais tous les articles de journaux sur des cahiers, etc. Sauf que, issu d'un milieu modeste, j'ai pas osé demander à mon père, qui était un simple employé à l'EDF d'origine agriculteur, d'acheter un vélo, parce qu'un vélo c'était hors de prix à l'époque, hein, je rappelle, on est en 1969. Donc une paire de chaussures pour courir, et je me suis inscrit au club d'athlétisme à La Flèche, dans la Sarthe, vers l'ouest de la France. Voilà, ça c'était les premiers débuts. Donc j'ai demandé le conseil à mon prof de gymnastique de l'époque, qui s'appelait Monsieur Bertin. Oui, on se rappelle toujours des premiers noms, Ouais. que je revois toujours et qui est toujours vivant, qui est devenu adjoint au maire à la ville de La Flèche. Maintenant, j'habite au Mans, hein, célèbre pour ses 24 heures. Donc voilà le début de l'histoire de cours à pied de Dominique Chevelier. C'est formidable. Et alors, avant 13 ans, tu avais couru ou jamais? Oh bon non, on est gamin, je jouais plutôt seul dans ma chambre, plutôt solitaire, hein. J'avais un frère qui faisait du football, Hmm. plutôt solitaire, et à l'époque il n'y avait pas toutes les sollicitations comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on peut faire du bicross, du badminton, du karaté, du judo, il n'y avait pas toutes ces sollicitations à cette époque-là. Et en plus, le niveau de vie était moins élevé qu'aujourd'hui, hein, pour des gens modestes. Un gamin qui fait du sport, notre première montre, par exemple, c'est à la communion, etc. Il y avait des thèmes comme ça. Après, ça a vite évolué. Ouais. Mais j'ai fait partie d'une génération modeste, et qui a peut-être fait ma force après aussi, d'ailleurs, hein. Connaître la valeur des choses et des gens. C'est formidable. C'est formidable. Alors, on t'a pas présenté déjà parce qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent, évidemment, dans le milieu français. Mais si on regarde au milieu international, peut-être il y a des gens qui te découvrent pour la première fois. Donc, parle-nous un petit Alors, peu de ton alors, alors, donc palmarès. Dominique Chevalier, alors si on fait le palmarès international, j'ai dû courir à peu près 100 marathons. Mon record, c'est 2h11, 2h11 minutes et 24 secondes. La particularité, c'est un peu comme notre japonais, c'est que j'ai fait 10 fois 2h11, 2h12. Moi, j'étais très régulier à 2h11, 2h12. Alors, les 2h11, c'est à Milan, c'est à Tokyo. Les 2h12, il y a eu Londres, il y a eu Paris, il y a eu Saint-Sébastien, il y a eu Pékin, etc. Voilà ma régularité. Après, moi, j'étais un homme de championnat, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 80-90, il n'y avait pas tous ces Africains de l'Est, ce système de lièvre. C'était vraiment du combat d'homme à homme, hein. On le voyait au Ouais. marathon de New York à l'époque. Jamais de lièvre, donc on se bagarrait, on écoutait le souffle des adversaires. Donc, ce qui me faisait que j'étais régulier entre la 8e et 12e place dans les grands marathons mondiaux. Donc j'ai fait troisième au championnat d'Europe derrière les Italiens qui dominaient le marathon mondial dans les années 80-90. Ouais. Cinquième à une Coupe du Monde, 30e aux Jeux Olympiques de Barcelone, voilà. Et la particularité, c'est que ma carrière a duré très très longtemps. Donc j'ai fait mon premier marathon à 23 ans, en 2h17. Et à 42 ans, j'étais en vétéran, j'étais encore en 2h16 où je gagne les Masters à New York, à Chicago et à Boston dans les catégories vétérans. Et aujourd'hui, à plus de 60 ans, bah, je gagne Londres, New York dans les catégories d'âge de plus de 60 ans. Mais bon, ça, c'est pas bien grave, quoi. Voilà, donc la particularité, en effet, c'est ma longévité, et j'ai dû courir à peu près 240 000 kilomètres. C'est incroyable. Ouais. J'ai dû courir à peu près 240 000 kilomètres. Mais vraiment, mon point fort, moi, c'était le cross-country, hein. Donc, même Ouais. si ça se perd un petit peu, j'adorais faire du cross. J'ai fait 6 fois les championnats du monde de cross, dont une fois à New York, d'ailleurs, hein. J'avais fait 34e au championnat du monde de cross à New York en 1984. C'était un Portugais qui avait gagné, Carlos Lopez. Hmm. Le cross-country, ça, j'ai toujours bien aimé. Toujours la bagarre d'homme à homme, hein. Ouais, ouais. Donc, le cross-country, un petit peu de piste, hein. J'étais pas un grand pistard, hein. 13,50 aux 5000 mètres, 28,50 aux 10 000 mètres.
3 minutes 50 aux 1500 mètres, ce qui était bien pour faire du marathon, mais voilà, ce qui comptait, c'était de courir le plus longtemps possible, donc ce qui correspondait certainement au caractère du gamin que je citais tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Donc, tu es parti du cross-country au début pour arriver au marathon Ouais. ou tu as fait un peu les deux? Oh ben non, parce que tout gamin en cadet, en junior, dans les petites catégories, les courses sur route n'existaient pas, on n'avait pas le droit de faire du marathon. Donc Ouais. le cross-country, il y a un petit peu de piste. Donc le cross-country, et à 22, 23 ans, tout de suite, j'ai un peu de 10 000 mètres et je voulais faire des longues distances. Donc à l'époque, à 23 ans, on me disait, mais t'es fou de faire du marathon, fais pas du marathon à cet âge-là, tu vas te Ouais. cramer, tu vas voir. Et puis je suis pas cramé, j'ai 63 ans, j'ai encore la pêche, j'ai toujours l'envie de courir. Je suis peut-être usé physiquement, des fois, bon, le matin quand je me lève c'est un peu dur, mais psychiquement j'ai encore la pêche, j'ai toujours envie. Hier j'ai couru avec les gars de mon club, allez 15 fois 400 mètres et on y va comme un cadet, comme un junior. Ouais, c'est incroyable. On va y revenir. On va y revenir. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais maintenant. Donc aujourd'hui, tu continues de courir et tu as un club, c'est ça? Voilà, donc après, moi, ma carrière, c'était employé de banque. Ensuite, comme j'ai fait du haut niveau, j'ai eu une aide de l'État. J'étais athlète de haut niveau, entre guillemets, un peu professionnel, détaché de mon boulot. D'accord? Et arrivé à la quarantaine, là, naturellement, ça commençait à décliner. Pour ne pas retourner dans la banque, j'ai carrément créé une société, une EURL qui s'appelle Endurance Événements, pour gérer ma propre image. Comme ça, quand je me vends à un organisateur comme parrain de la course, comme animateur, comme proposer les fameux meneurs d'allure qu'on parlera tout à l'heure, eh bien, je peux facturer, je peux vivre de ma société. Et à côté de ça, j'ai créé un club qui s'appelle Run and Freedom, courir en liberté, etc., avec le moins de contraintes possible. Et voilà, et ça marche feu de Dieu. On est 120 licenciés à la fédération. Mais tout ça, ce sont des coureurs performeurs. Hein. Ce ne sont pas des joggeurs qui viennent juste pour faire le petit jogging convivial. On est un petit peu dans la compétition. Et ce club sert de support pour tous les meneurs d'allure des grands marathons français, suisses, etc. Voilà. Parce que l'autre particularité, c'est que, et ça c'est mondial, j'ai inventé le système des meneurs d'allure, des pacemakers, au marathon de Paris en 1998. Et ensuite, ça a été copié dans le monde entier. Aujourd'hui, vous faites le marathon de Chicago, il y a des meneurs d'allure à 3h, 3h15, 3h30, etc. Ouais. Eh bien, l'idée vient de moi il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de meneur d'allure. Et la première fois, c'était au marathon de Paris, 1998. Et ensuite, ça a été un petit peu copié-collé dans le monde entier. Excellent. Alors, j'ai un peu cette fierté d'avoir été l'initiateur de cette idée parce que dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes les revues de course à pied. Et souvent, le runner lambda, s'il voulait faire 4 heures au marathon, souvent, il partait la première moitié un peu vite en se disant « je vais prendre de l'avance ». Et comme ça, on verra. Et puis, dans la deuxième moitié, il s'écroulait. Au lieu de faire 4 heures, il faisait 4h05, 4h10. Il était déçu. Donc, je me suis dit, si je mettais un coureur qui serait une sorte de coach, avec une flamme au-dessus de lui pour le bien qu'il soit visible. Voilà ce garçon et dire au départ, ce garçon va courir en 4 heures, vous allez courir avec lui, il va être le plus régulier possible. Alors on peut appeler ça un régulateur d'allure. Et vous allez voir, vous allez arriver en 3h59. Et en effet, dès la première année, tous les meneurs d'allure, ils sont arrivés dans le bon tempo. Et les gens, ils sont arrivés pas carbonisés, mais et voilà. Et l'année d'après, on a recommencé et c'était parti l'aventure. Ouais, ben, j'en ai suivi comme j'ai pu aussi, c'est formidable ces trucs-là. Alors Run and Freedom, c'est sur le Mans ou c'est au niveau national? Comment on rejoint Run and Freedom quand on n'est pas sur place? Alors au départ, c'est sur le Mans. Allez, on est 2 tiers sur le Mans. Certains sont sur Paris, Marseille et Lille. Ouais, c'est un peu du cooptage. Si on a un copain qui aime bien la compétition, qui a un bon petit niveau, qui peut se débrouiller avec des conseils d'entraînement envoyés sur un petit fichier Excel par Internet. Voilà, moi ce que je veux pas, c'est avoir un gros club et après ne pas pouvoir donner satisfaction à tout le monde. Donc je préfère avoir un petit peu moins de licenciés et puis que tout le monde joue bien le jeu et puis en effet que les réseaux sociaux faire voir qu'on existe. Alors pourquoi Run and Freedom? Faut les mettre un nom. Et ce que je voulais pas non plus, c'est avoir un sponsor. D'accord. Si vous avez un maillot où il y a écrit les yaourts machin ou supermarché, c'est vraiment pas beau, vous n'êtes jamais pris en photo. Moi, j'ai pris encore l'idée aux États-Unis du club Oregon, qui est le siège de chez Nike aux États-Unis, hein, et eux, ils ont marketé sur la lettre O. Donc le maillot du club, c'est un O, point barre, il n'y a rien d'autre. Et moi, je me suis dit, si je faisais pareil en France, je vais prendre une lettre, la lettre R,
Donc j'ai beau un R rose sur un maillot noir, alors ça flash, hein, ça pète, c'est sûr qu'on le voit. Et voilà, les gens souvent me posent la question, mais c'est quoi le R sur ton maillot? Et je leur dis, bah, rien que de poser la question, j'ai gagné, ça veut dire que ça t'interpelle. Donc ça veut dire run, courir, ou des fois pour plaisanter, je dis bah ça veut dire Roger, Robert, René, etc. Voilà, j'ai parti sur une lettre et grâce à ça, eh bien, on a une grosse visibilité parce que nos maillots se voient de loin, on voit ce R rose qui arrive de loin dans un peloton. Donc toujours ce côté un petit peu marketing que j'ai peut-être appris dans la banque parce que j'ai pas fait de grandes études. Hein. J'ai arrêté l'école à 18 ans, je suis rentré dans la banque aussitôt. Donc voilà, tout appris sur le terrain. Excellent, Excusez-moi. excellent. Alors sur les 50 ans, en fait, puisque cette année c'est ta 50e année, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les chaussures sont plus les mêmes. Tu parlais Ah même ouais. des gens qui venaient d'un milieu modeste. Déjà avoir des chaussures correctes pour pouvoir courir, c'était quelque chose. Euh, Moi, ma première paire de chaussures, je me rappelle, c'est des chaussures qu'on va mettre en street aujourd'hui. C'est une chaussure semelle de caoutchouc en daim. Aujourd'hui, on va mettre ça comme les fameuses Stan Smith, etc. Donc, mes premiers footings, j'ai fait avec des chaussures comme ça, une semelle en caoutchouc avec le dessus en daim. Après, il y a eu les Adidas qui a sorti les premières Achilles. C'était des chaussures avec la tige en nylon et la semelle en caoutchouc toujours. Donc, j'ai vraiment connu tout ça. Et les premières montres à quartz sont arrivées que dans les années 80. Donc, mes premiers fractionnés sur la piste, c'était avec le chrono à aiguille que vous teniez dans la main. Et puis, si vous faisiez des 200 mètres, 30 secondes et 8 dixièmes ou 26 secondes, le chrono avec les aiguilles. Après, les montres à quartz. Donc, j'ai connu l'époque, mes premiers marathons, ça se faisait sans montre. Hein, on ne pouvait pas courir avec le chrono dans la main. Donc, comme dans les années 50, 60 et début 70, on faisait des marathons comme ça, donc à la sensation, au souffle, etc. Ensuite, les montres sont arrivées, les montres à quartz, les premières Casio, puis ensuite les Garmin, Polar, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les applications iPhone sur le bras, etc. Maintenant, on court avec son téléphone. bien Vous voyez, sûr. j'ai vraiment connu l'époque la plus simple possible. C'était très minimaliste, si je puis dire, mais on courait quand même vite. Alors, vous voyez qu'il y a eu quand même beaucoup de lobbying depuis, parce que les gens sont beaucoup plus équipés, mais c'est pas pour ça qu'au niveau de l'élite, ça court plus vite, hein, à part les trois quatre premiers, quoi. Ben oui, parce que j'allais demander, en fait, quand il n'y avait pas de montre, rien, aucune technologie, on court pendant 2h15, quelque chose comme ça, 2h20, Hein. pour les meilleurs, sans montre. Alors, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, on ne voit pas du tout le temps. Alors, je m'en rappelle plus trop, non, mais c'était plutôt au souffle. Hein. Je pense qu'il y avait un chronométreur qui était là à mi-parcours. Moi, mon premier marathon, c'est 2h17. Alors, Ouais, je pense que il faudrait retrouver mes cahiers d'entraînement, mais j'ai dû passer peut-être en 1h08 au semi-marathon. Puis certainement quelqu'un m'a dit, vous êtes en 1h08, point barre. Mais... Et donc, ça se fait au souffle. On est dans un peloton, on est dans le groupe de tête. Et souvent, on le voit bien au souffle. Hein. Quelqu'un qui souffle fort, on sait bien qu'il va bientôt exploser. Et vous, si vous êtes vraiment relâché, ou on n'entend pas votre respiration, bah, c'est le fameux seuil, comme on dit en termes sportifs. ouais. Faire du seuil, c'est la limite respiratoire où il y a un moment, hop, vous allez respirer plus fort et vous n'allez pas tenir longtemps. Donc, ce fameux seuil, on le faisait de manière innée et on savait qu'à un certain moment, si j'allais un tout petit peu plus vite, ben, j'allais exploser. Donc, c'était beaucoup plus naturel, si je puis dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut courir à 80% de sa VMA, des choses qui disaient que c'est bon. On le faisait de manière naturelle. C'est pour ça que je souris un petit peu aujourd'hui sur tous les conseils, les applications et les plans d'entraînement. Excellent, excellent. Ben, ça fait une bonne transition avec le sujet principal, hein, qui est le marathon, en fait. Euh, Moi, je vous ai vu faire des vidéos, j'ai fait mes marathons bien loin de vos temps, mais quand même, moi je suis un cycliste, hein, j'ai voulu faire un petit peu le sens inverse. Et moi aussi, même si j'ai grandi un tout petit peu plus tard, un vélo c'était aussi beaucoup d'argent. C'était un peu comme vous. Donc on passe au marathon. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui font un marathon dans leur vie ou deux marathons dans leur vie. Vous en avez fait combien? 50, 100? Je ne me rappelle plus Non, non, presque 100, enfin, je compte exactement, mais je Ouais, dois pas être loin de 100. Hein, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc il y a quand même une expérience qui est quand même unique d'être capable de courir
tellement de courses sans perdre d'abord l'enthousiasme. Et Oui, ça puis, ouais. et puis sans se blesser de façon, je dirais pas terminale, mais où on se dit finalement, bon, faut que j'arrête, faut que je fasse autre chose. Vous êtes quand même arrivé à chaque fois à récupérer de toutes ces courses. Alors, la première question que j'ai pour vous, c'est combien de marathons par an vous pensez qu'on peut raisonnablement courir? Ça change de chaque individu, mais Alors, comme je reviens à mes débuts, la première année, donc j'ai 23 ans, hum, on est en 1980 et on ne savait pas qu'il fallait pas en faire beaucoup. ouais. La première année, écoutez bien, j'en ai fait 5. Oh, 5 en 13 mois exactement, hein. Enfin en un an. hum. Et au cinquième, donc le premier 2h17 et le cinquième, je fais 2h14 et je suis champion de France à 24 ans, quoi, un an plus tard. Donc c'était complètement fou, quoi. Il fallait pas faire ça, mais je le faisais quand même. L'année d'après, j'en ai fait 4 et la troisième année, j'en ai fait 4. Donc ça en faisait déjà 13 en 3 ans, à 23, 24 et 25 ans. Et comme par hasard, après, j'ai eu un petit problème de tendon d'Achille, une bursite. Alors, je pense que tout ça, ça devait être lié. 3 ans plus tard, je me suis blessé. Donc, c'est que je devais avoir une bonne santé, hein, parce qu'il a une bonne génétique, hein, comme je vous disais. Petit-fils d'agriculteur, mes paysans, mes parents plutôt d'un milieu modeste, ouvrier, agriculteur. Je pense que la génétique intervient quand même, hein, costaud, psychiquement, physiquement, voilà, pas peur de la valeur du travail, s'en mettre plein la tronche, voilà. Donc ça c'est la génétique. Après, donc, je me suis renseigné sur la physiologie. Je dis, attends, j'en ai fait beaucoup, faut peut-être mieux en faire moins et durer plus longtemps. Et sans parler d'à côté de ça, des semi-marathons, des crosses et tout le reste, hein. Donc, Ouais. et après, j'ai appris un petit peu l'entraînement, comment fonctionne notre corps, c'est quoi que les lactates, c'est quoi la ventilation, comment fonctionne notre corps, notre corps. Où sont les limites, les taux de lactatémie, là où vous faites des lactates, ça y est, il y a moins d'oxygène, votre sang il commence à être carrément acidifié par l'acide lactique. Donc j'ai appris tout ça et puis de moi-même, j'ai fait un petit peu plus attention et aujourd'hui, je donne tous ces conseils aux gens. Alors aujourd'hui, le conseil, c'est vraiment 2 par an, hein, un au printemps, un à l'automne, vous avez le temps de récupérer. Et moi, je fais partie de l'ancienne génération, un marathon, 42 km. Il y a un dicton en France, hein, qui dit un jour de récupération par kilomètre, donc 42 jours. Donc, c'est-à-dire 1 mois et demi après un marathon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraîne pas par le mois et demi qui suit le marathon, Mhm. mais on se fixe plus d'objectifs. On n'a pas un plan d'entraînement pur et dur. Voilà, on a fait notre marathon, on l'a préparé depuis 3 mois. Pendant un mois et demi, on entretient la forme, on fait des petites courses et tout. Et 1 mois et demi plus tard, on peut recommencer un autre plan d'entraînement pour préparer l'autre qui aura lieu dans 4 ou 5 mois. Voilà. Alors, un semi-marathon, 21 jours, à 10 km, 10 jours, voilà, c'est ce principe de base. Et dans l'année, alors que moi, je courais à peu près 7 à 8 000 km par an, Mhm. je courais à peu près tous les jours, un jour de repos par mois, mais je courais presque tous les jours. Et dans l'année, j'avais 2 périodes de 10 jours à zéro. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait le marathon de New York en novembre, par exemple. Ouais. Derrière, 10 jours à zéro, je faisais volontairement une coupure physique et psychique d'ailleurs. Et pendant ces 10 jours, j'en profitais pour faire plein de choses qu'il y a dans la vie. Alors, je dis n'importe quoi. Déjà, donner un peu la priorité à la famille. On a tous une prise de courant qu'on doit réparer, qu'on n'a pas réparé parce qu'on n'a pas le temps. Des petites bricoles, des petites conneries, mais qui sont quand même importantes. Voilà. C'est très égoïste de faire du marathon. Moi, au niveau encore plus, on pense vraiment qu'à soi lorsqu'on fait du marathon. Hein. C'est très très dur pour notre entourage, hein, parce que le marathonien, il a son truc et il fonce. Et faut manger comme ça, faut courir comme ça, faut dormir à telle heure. Donc c'est pas très très drôle un marathonien parfois. Donc faut savoir de temps en temps lâcher les soupapes pour les autres pour mieux revenir sur le terrain. Oui, c'est vraiment des conseils basiques simples. Hein. En un mot, la course à pied, c'est de mettre un pied l'un devant l'autre. Voilà, c'est assez simple. Hein. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez Gene Dykes, c'est un gars qui a 70 ans, qui vient de battre le record des Ouais. 70 ans et plus. Hein. Je ne sais pas si vous En avez vu ça. 2h52, Bravo, je crois. bravo. C'est ce que j'ai fait à Londres l'année dernière. Sauf qu'il a 9 ans de plus que moi. Donc les 2h52 que j'ai fait à Londres, faut que je tienne encore 9 ans à ce rythme-là. Enfin, je m'entraîne plus trop, mais je pourrais donner un petit coup de collier là. Ouais, vous pourriez le faire parce qu'en fait, ce qui est un peu intéressant sur lui, c'est qu'en fait, il n'a pas beaucoup couru.
pendant sa Ouais. carrière. Et lui, en fait, il dit, je suis un nouveau. Et les gens qui Il, arrivent à 60, 70 ans, souvent, c'est des nouveaux qui ont une ouais, bonne il a base. une fraîcheur mentale, physique. Alors peut-être qu'il vient d'autres sports. Moi, je vois bien, des fois, je me fais battre par des vétérans, mais des gens qui viennent du VTT, des anciens footballeurs. Donc, sportivement, ils sont en forme, mais ils n'ont pas cette usure psychique et physique de 50 ans de course à pied. C'est vrai que c'est là que je suis un peu exceptionnel, entre guillemets. C'est que j'ai couru à 13 ans et à 60 ans, je suis encore du fractionné, j'ai encore envie d'aller vite. Et c'est ça ma particularité, je pense, en effet. Ouais. Donc, j'ai des adversaires qui n'existaient pas il y a 10, 20 ou 30 ans, quoi, lorsque moi, je faisais du très haut niveau. Hmm. Qu'est-ce que vous pensez? Vous commentiez il y a quelques mois sur Yuki Kawauchi, le japonais, phénomène un petit peu aujourd'hui, qui court un marathon toutes les 2 semaines, un truc comme ça, un rythme incroyable. Alors, on disait que j'étais une particularité. Lui, c'en est une aussi. Hein. Il a couru, je sais plus combien, enfin 10, 15, 20 marathons, enfin un chiffre de fou, dans des chronos très très forts. Euh, c'est un cas pour la science, voilà. Je pense qu'il faut pas le limiter. Moi, je vois des gens qui me disent, ouais, mais le japonais, il fait bien plein de marathons, donc moi, je peux en faire 3 de suite, etc. Donc, attention, moi, c'est bien, c'est marrant à voir, c'est super. Mais de là à prendre comme exemple, vous savez, on pleure tous hein, lorsqu'on est blessé, on a une périostite, on a mal au dos et tout. Après, on pleure. Bah oui, mais on n'est jamais blessé par hasard. Souvent, on dit, ouais, j'ai pas de chance, je suis blessé. C'est faux. Si tu es blessé, c'est parce qu'il y a un moment, t'as pas changé tes chaussures, t'as pas récupéré, t'as fait la bringue avec les copains, puis t'as fait du sport en même temps, t'as fait 3 marathons de suite, t'as pas récupéré, tu fais des trails dans les Alpes. Voilà, on n'est jamais blessé par hasard, quoi. Alors, on allait parler des blessures. C'est intéressant tout ça. Alors, comment vous voyez votre carrière et la gestion des blessures? J'imagine que comme tout le monde, vous avez été blessé à un moment donné. Euh, Alors, il y avait une statistique autrefois qui disait qu'un athlète de haut niveau était blessé, sérieusement, hein, une fois tous les 10 ans. ok. Et moi, ma carrière internationale a duré de 22 à 42 ans en équipe de France, les championnats du monde et machin, pendant 20 ans. Et comme par hasard, je corresponds à la statistique parce que j'ai eu 2 blessures donc pendant les 20 ans. Une, c'était bursite, une sorte de tendinite d'Achille, le talon qui est inflammeux, qui frotte contre la chaussure, hein, les petites bourses séreuses. Donc, à l'époque, on m'avait peigné le tendon, raboter la petite bosse d'aglum pour que le tendon suive bien le calcanéum. Donc raboter le calcanéum, peignage du tendon. Ça m'avait arrêté 3 mois, etc. J'ai remis ça. Et puis 10 ans plus tard, une autre blessure. Là, c'était peut-être une fatigue psychique, le fait que je m'entraîne dur pendant des années, des années. Et à un moment, j'ai eu une fracture au bassin, au sacrum, qui était fendu comme un pare-brise, qui était fendu en deux. Un jour, j'ai voulu partir en footing et je pouvais pas marcher, je pouvais, mais dès que je faisais une impulsion, ça me faisait mal au bassin. Et on a vu sur une radio que j'avais un trait de fatigue, c'était une fracture de fatigue. Donc là, c'est que mon corps a dit stop. Et j'avais des problèmes dans ma vie privée aussi, hein, divorce, etc. Comme par hasard, pour faire du sport, que lorsqu'on tire l'essentiel de son corps, et à un moment, il faut être bien dans sa tête. Et là, c'était une période certainement où je devais douter. Ça faisait des années que je m'entraînais dur, plus très bien chez soi, et le corps a dit stop, et j'ai eu une fracture de fatigue. Mais là aussi, je sais un peu pourquoi, quoi. Donc, et après, pareil, je me suis reposé 3 mois, et c'est reparti pour une deuxième période de vie, si je puis dire. Donc la première était à peu près à 27 ans, et la deuxième blessure à 37 ans. Et depuis, j'ai presque pas de blessure. Ça m'arrive un petit problème de dos. Allez, j'arrête 3-4 jours. Mais jamais des grosses blessures qui m'arrêtent plus de 15 jours, par exemple. Non. Donc, je reviens à la génétique. Je pense que j'ai une bonne densité osseuse. Et il faut pas oublier, lorsque vous faites du sport, c'est pour ça que les personnes âgées, on leur dit de faire de la marche pour lutter contre l'ostéoporose. Hein, allez-y les petits vieux, marchez, vous voyez, ça vous fait du bien. Et justement, le fait que j'ai commencé à 13 ans, je crois que c'est l'idéal pour former son corps. C'est-à-dire que lorsque vous avez une impulsion, un impact au sol, il se passe des mécaniques physiologiques qui fait que vous créez de l'os. Donc, commencer à 13, avant, c'était peut-être un peu trop tôt, c'était trop tendre, hein, 8, 9, 10 ans, mais commencer à 13, 14 ans, c'est là que je me suis fait cette grosse densité osseuse, hein, parce que lorsqu'on fait mon poids et j'ai des gros os. Et l'autre phénomène, le fameux cœur, hein, cette fameuse VMA à 13-14 ans, c'est à cet âge-là qu'on acquiert certaines qualités. Donc je crois que j'ai commencé au bel âge pour acquérir tout ce que je résulte aujourd'hui là. Ok.
Ok. Je pourrais parler longtemps quand je suis Oui, oui, bien passionné. sûr. Non, non, mais c'est formidable. Ce qui me surprend, c'est quand même 2 grosses blessures seulement. J'aurais pensé qu'il y en aurait eu plus. Et bon, des petites choses, hein, c'est normal, mais à un tel niveau, quand même, vous êtes arrivé à éviter tout ça, quand même. Hein. Ouais, parce que je disais, je courais, quand lorsque je faisais du haut niveau, j'étais à 180, 220 km par semaine. Ouais. Vous qui êtes coureur cycliste, je courais quand même entre 7000 et 8000 km par an en course à pied. C'est quand même beaucoup. Même lorsque vous faites du vélo, c'est déjà pas mal de faire 8000 km à pied. Non, En je pense cyclisme, que il n'y a pas d'impact, en fait. Hein. J'ai l'impression, la grosse différence ouais. quand je cours et que je fais du vélo, c'est l'impact. Ah oui, 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 c'est ça, c'est l'impact. Donc, voilà. Alors, est-ce que je suis chanceux? Alors, moi, j'ai plein de principes. Je suis un peu comme un vieux garçon. Lorsque j'étais jeune, si je faisais un footing sur route le mercredi, Ouais. le lendemain, j'allais en forêt. J'ai toujours alterné sol dur, sol mou. Sol dur, bon, ça peut arriver que j'ai fait 2 fois 2 séances de route de suite, mais de manière, j'avais par principe forêt, route, piste, forêt, route, piste, toujours alterner les sols, ce qui fait que mon pied s'adapte à tous les sols. Les chaussures, pareil, ne jamais courir qu'avec une seule paire de chaussures, parce que le jour où elle est usée, naturellement, elle est usée, vous repartez avec une chaussure neuve qui vous remet autrement. Donc Ouais. tourner avec plusieurs paires de chaussures qui fait que le pied s'adapte à tout. Alors des chaussures légères pour faire de la qualité, des chaussures avec des crampons dans les bois, des chaussures de course haute, alterner. Donc je pense que je me suis fait un gros pied. Tous les tendons des pieds, les os, etc. se sont formés à tout ça. C'est plein de petits détails, mais le haut niveau, c'est détail plus détail. Alors ça paraît comme ça un peu subtil, mais c'est plein de petits trucs qui fait que la longévité est là. Ok, ok. Parlons un petit peu de l'alimentation. Alors, vous avez fait allusion à, bon, pas faire la bringue évidemment et courir en même temps, ça c'est la base, mais vous consommez de l'alcool, du vin ou pas du tout? Bon, oui, mais à l'occasion, chez moi, si je suis chez moi, je vais boire Ouais. de l'eau gasifiée au repas, voilà. Mais si ce soir, je vois les gars du club et puis on va dans un bar, je vais me boire une bière, voire une deuxième s'il le faut. Je suis pas là à me dire, oh là, il y a de l'alcool, faut à tout prix, faut pas. Donc, si demain je vais manger puis il y a de la charcuterie, je vais manger de la charcuterie. J'ai une vie saine, normale. Bon, et la vie normale, c'est quoi? Éviter les viandes en sauce, éviter la charcuterie, les pâtisseries avec de la crème, les fromages un peu gras. Voilà, on évite ça. Mais c'est pas pour ça que j'en mange pas. Boire beaucoup. Moi, je suis plutôt ancienne génération. Les sucres lents qui servent de carburant, riz, pommes de terre, pâtes. Voilà, mais ça m'empêche pas à 22 heures le soir d'aller dans le placard et me manger 5 carrés de chocolat ou une cuillère de Nutella. J'évite d'acheter d'ailleurs. Voilà, parce que si un jour j'ai un repas où j'ai fait une bringue, parce que ça m'est arrivé le dimanche soir après une course, allez, on va faire la fête, on picole avec un petit degré d'alcoolémie un peu plus supérieur à la moyenne. Ouais. Je pars du principe que le lendemain, je vais éliminer tout ça. C'est comme si on mettait du mauvais bois dans la cheminée. La chaudière, elle va quand même brûler le bois. Et puis voilà. Et le lendemain, le footing, il est un peu plus dur. Et le surlendemain, c'est parti. Donc, je me suis jamais pris la tête à me dire, faut pas faire ça, faut faire ça. Et c'est pour ça que je pense, cette usure psychique. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, on le voit aujourd'hui, c'est les véganes, etc. Des gens qui se prennent la tête sur des trucs. Mais comment vous voulez durer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans si vous prenez la tête sur c'est pas des détails, mais voilà, vivez. Si un jour il y a un excès, vous le faites et vous revenez sur le droit chemin le lendemain. Et puis c'est tout. Vous voyez, encore des choses simples. Ouais. Ok. Ok. Et la distribution des repas, petit déjeuner, dîner, Ah oui, très classique. Ah ouais, très classique. Il y a pas de règle là-dessus non plus. Non, et puis le petit déjeuner classique, pain grillé, miel, confiture, le jus d'orange pressé pour avoir mes 2 fruits parce que je vais pas manger beaucoup de fruits. Le midi, repas, et le soir, pareil, avec des horaires à peu près précis. Je saute jamais de repas, aucun substitut de repas, aucun complément alimentaire. Okay. Alors que je suis l'ambassadeur d'une marque de produits diététiques, Oversteam, mais ça c'est le jour des courses, la boisson d'attente, le fameux malto, les nouilles liquides que j'appelle ça. Fini l'époque où
où vous mangez des pâtes pendant 3 jours à être ballonné. Maintenant, il y a ce fameux maltodextrine que j'utilise, la ration d'attente, les fameux gels que vous prenez en cours de route. Tout ça, c'est quand même un plus qui n'existait pas autrefois. Je vois bien si au 30e kilomètre, je vais prendre un gel, quelle que soit la marque, mais moi c'est avec Oversteam, on voit bien qu'il se passe quelque chose, vous avez remis de la bonne essence dans le sang, c'est pas du dopage naturellement, donc il y a eu quand même l'évolution de la diététique. Vous voyez, je reste sur des choses simples, mais autant utiliser le jour des compétitions un petit peu avant ce que nous procure la diététique. Oui, donc en fait c'est vraiment pour la course mais pas pour l'entraînement, donc vous savez un petit peu comment ça va marcher parce que vous en prenez suffisamment souvent pour savoir que c'est pas la première fois dans la course que vous faites une expérimentation. Donc, l'idéal, c'est de boire beaucoup. Moi, je bois pas beaucoup. Hein. Vous voyez, je suis à mon bureau, là, j'ai même pas de bouteille d'eau. Là, c'est peut-être une erreur, mais bon, puisque je me blesse pas. Tiens, j'ai une bouteille là, mais je bois pas ça dans une journée. Loin de là. Hein. Donc, c'est ma petite erreur. C'est peut-être mais bon, puisque je me blesse pas, mais c'est quand même bien. Enfin, on le sait bien. Si vous urinez blanc, c'est bon. Hein. Si vous urinez jaune, ça veut dire que vous n'avez pas assez bu. Donc, je fais attention à des petites choses toutes simples comme ça. Pisser blanc, voilà. Ok, formidable. Est-ce que quand on regarde par rapport à quelqu'un qui veut faire des marathons, comment on peut se calibrer pour pas se blesser? Donc, on a parlé de toutes ces choses-là. Est-ce qu'il faut faire, par exemple, du cross-training? Est-ce qu'il faut faire de la vitesse en se disant, tiens, si je fais un bon 400 mètres, c'est un test virtuel pour un temps marathon et une fonction entre le temps 400 mètres et 1500? Alors, voilà, moi j'entraîne des gens qui me disent je veux faire un marathon. Alors, il y a deux cas de figure. Soit le mec, il est déjà sportif. Il est footballeur, il joue au tennis, il n'a pas de surcharge pondérale. Lui, ça va être assez facile. Par contre, des fois, on voit des gens, des joggeurs lambda, qui ont tout de suite, je leur parle de leur poids. J'ai pas peur, même si c'est une femme. Je dis, attends. Et si tu me perds, là, tu cours, tu fais le 10 km en 1 heure, c'est bien, c'est du jogging, hein, c'est bien pour la santé. Si tu veux faire un marathon, naturellement, le poids du corps, c'est important. Donc, on a tous 2, 3, 4 kilos de trop, hein, de manière générale. Donc, commence à faire attention à ce que tu manges. Donc, je vais plus parler de ce qu'on vient de dire tout de suite, de la diététique. Commence à supprimer les alcools forts, whisky, machin. Si t'es gourmand, commence à supprimer les gâteaux, mange des fruits. Commence à perdre 2 ou 3 kilos. Déjà, rien que ça, ça va te faire progresser. Et puis, naturellement, après, aborder un plan d'entraînement. Alors, vous savez, les plans d'entraînement, c'est d'abord, on développe sa VMA, vitesse maximale aérobie. Alors ça, c'est le fractionné court. On fait des fractions de 30 secondes, 1 minute, de 2 minutes, répétées X fois, etc. Parce que plus tard, parce qu'on va dire que le marathon, tu vas le faire à 75-65% de cette vitesse-là. Donc, plus ta VMA est haute, plus le 65-70% de ça sera haut, naturellement, c'est logique. Donc, la première phase d'entraînement, c'est de faire un truc un peu plus qualitatif, sur une piste, en nature, etc. Alors ça va être sur 1 ou 2 mois. Et après, une fois qu'on aura acquis des bonnes bases, la dernière partie avant le marathon, 1 ou 2 mois avant, ça sera plutôt de faire attaquer les longues sorties du seuil, c'est-à-dire courir à un pourcentage élevé de ce que tu as fait les mois précédents. 80% de 100, c'est mieux que 80% de 90, quoi. Donc voilà, donc après, ça va être des fractions longues, faire du seuil, 3 fois 3 km, 3 fois 4 km, ou alors 30 minutes d'un coup, tu vas, ce qu'on disait tout à l'heure, en limite respiratoire sur des fractions longues en plusieurs fois, ou en un seul coup, 30 minutes lent et 30 minutes vite, et les fameuses longues sorties le dimanche, de manière progressive. Alors, ce dimanche-là, tu vas me faire 1h45, dimanche d'après, tu vas me faire 2 heures, l'autre dimanche d'après, encore 2 heures, après 2h15, 2h20, monter progressivement comme ça. Et moi, j'ai plus tendance à parler en temps qu'en distance, c'est-à-dire, je vais pas dire aux gens, faudrait que tu cours 30 km, parce que pour lui, ça va être 3 heures, pour certains. Moi, je préfère, tu cours, le maximum pour moi, c'est 2h30. Alors que vous soyez champion ou pas, même si tu vaux 4h40 au marathon, la plus longue séance, c'est 2h30, parce que après, c'est source de blessures, c'est des chocs répétés, quelle que soit la vitesse. Si le mec il court à 10 et demi à l'heure, pendant 3 heures ou 4 heures, il y a de grandes chances qu'il se blesse, ça plus les entraînements de la semaine.
Donc, ce qui compte, c'est de jouer un peu plus sur la qualité avec une fameuse longue sortie le dimanche. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'évite de dire aux gens courent 20, 25, 30 ou 35 km, parce que 35 km, en temps, ça sera beaucoup trop long pour lui. Et le jour de la course, le gars, il va me dire, bah oui, mais je cours tu m'as fait courir 2h30, alors que le jour de la course, je vais courir 4h30. Je dis, oui, mais le jour de la course, tu auras un dossard sur le ventre. Tu auras tout l'entourage autour de toi. C'est pas du tout pareil que de faire ta longue sortie de 2h30 tout seul. Donc, j'essaie de rassurer les gens sur le potentiel, parce que le coureur à pied, il faut toujours le rassurer quand même. Bien sûr. Et prendre du repos avant la course, évidemment, ça. Et puis, alors, naturellement, là, il a tout gagné. Souvent, les gens s'entraînent bien. Et le jour du marathon, à un moment ou à un autre, ça va pas. Ouais, je comprends pas, j'ai eu des crampes. Et je leur demande, mais qu'est-ce que tu as fait les 15 derniers jours? Et là, les gens, ils me sortent des trucs. Je dis, mais c'est pas possible. Les 15 derniers jours, les jeux sont faits. À la rigueur, tu ne cours pas. Tu courrais même plus du tout. Ça marcherait tout pareil. Et naturellement, le dimanche d'avant, bon, on fait une moyenne sortie. On veut encore se tester. Le mardi, on fait des petites accélérations pour voir si les jambes tournent bien, etc. Mais tout ça, c'est petites fatigues, etc., etc. Donc, la dernière longue sortie, c'est J-15. Moi, J-10, je faisais une petite séance de seuil. Et après, j'attendais. Alors, attendre, c'était 0, pas de kilomètres, 30 minutes, 0, 30 minutes, 3 lignes droites de terrain. 30 minutes facile ou 30 minutes facile, sans chercher à savoir. Facile, moi, c'était peut-être quand même 15 km/h. Bien sûr. Savoir attendre le jour J. Et ça, c'est pas facile d'attendre. Vous êtes entraîné dur pendant 2 ou 3 mois, et d'un seul coup, vous entraînez presque plus. Ouais. Et si vous faites un régime hyperglycémique les 3 derniers jours, vous allez prendre 1 ou 2 kilos. C'est des réserves d'eau, mais vous vous mettez sur la balance et vous vous dites, je m'entraîne plus, j'ai tout perdu et j'ai pris 3 kilos. Donc, toujours rassurer les gens, savoir attendre. Donc, faut être sûr à J-15, après, il faut être sûr de soi, quoi. Il suffit d'entretenir la forme. Mais ça, c'est vraiment un des conseils principaux, c'est que les gens arrivent souvent un petit peu fatigués avant leur marathon. Alors, les 20-25 premiers kilomètres, ça va aller. Et puis, naturellement, cette fatigue, elle va ressortir à partir du 25, 28, 30e kilomètre. Ouais. OK. Le fameux mur. Oui, tout à fait. Les 3 dernières questions. Alors, au-delà du marathon, les ultras, on a parlé évidemment à un moment donné, le corps fatigue, 3 heures de course à pied. Est-ce qu'il y a une limite, vous pensez, qu'est-ce que le marathon, c'est quand même la limite raisonnable du corps humain? Alors, c'est vrai que dans les années 80-90, même avant, le marathon, c'était mythique. Les Jeux Olympiques, le marathon, c'était un exploit de faire du marathon. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est bizarre avec notre société, on est hyper assisté. Aujourd'hui, les gens, le 100 km a toujours existé, mais aujourd'hui, on fait des ultra-trails. Ouais. Alors, ultra-trail, c'est souvent du 100 miles, d'ailleurs. La diagonale des Fous à l'île de la Réunion, c'est 160 km avec montée d'école, des choses qui durent 48 heures des fois, des courses entre 24 et 48 heures. Alors, c'est un mix de course à pied, de randonnée, d'escalade, etc. Là, j'ai peur que les gens paient l'addition parce que là, au niveau de la récupération, ils enchaînent. Chez nous, il y a l'Ultra Trail du Mont Blanc. Un mois après, ils vont en refaire un autre. Alors, j'essaie de jouer sur les mots. Autant le marathon, il y a la violence de l'effort. Moi, ça m'est arrivé de vomir de la bile parce que le système digestif ne fonctionne plus. Je buvais de l'eau, je leur vomissais parce que je suis à 20 à l'heure pendant 40 km. Je suis au taquet, quoi. Je suis pied au plancher. En trail, je vais jouer sur un autre mot. Moi, la violence de l'effort. Et eux, je vais dire c'est dur parce que c'est lancinant. Ils sont pas à fond, ils peuvent parler. Mais d'un seul coup, ils ont une côte à monter pendant une demi-heure, ils marchent les mains sur les genoux, ils vont descendre dans les gravats, faire comme un chamois, descendre entre les pierrailles, etc. Ils vont s'arrêter à des ravitaillements, changer de tenue, changer de chaussures, repartir. Donc, c'est dur parce que c'est long. Moi, c'est violent, eux, c'est dur. J'essaie de jouer sur les mots, mais tout ça, on est des cousins germains avec de la course à pied. Ouais. Mais attention à la récupération. Et les trailers, alors je ne vais pas parler de dopage parce que le dopage existe partout, mais moi j'ai été voir des trailers et dans leur table de ravitaillement, j'ai vu beaucoup d'anti-inflammatoires ou d'aspirine pour combattre les sensations de douleur. Vous voyez, les limites, donc faut courir. Si vous avez mal, c'est que c'est normal et on ne doit pas masquer ça avec des aspirines, des antidouleurs, etc. On n'est pas dans le dopage, mais vous voyez, donc ça, dans les trailers, faire attention de vouloir toujours plus. Si à un moment, le corps vous dit « j'ai mal, je peux plus », ça sert à rien d'essayer de masquer tout ça, c'est que vous en avez fait de trop. Donc, je suis un peu... Je regarde, mais c'est pas ma tasse de thé, de tous ces trucs-là. On voit bien depuis 15 ans, il y a ces trails, mais les trailers, à part des Jornet et puis quelques trailers américains, c'est vraiment un autre monde.
Ok, ok, très bien. En dehors de la course à pied, quels sont vos hobbies? Alors, comme je m'entraînais quand même beaucoup, la lecture, quand j'étais lire, un peu de cinéma, des choses quand même assez cool, hein. Lorsque j'étais blessé, hein, mes deux blessures que je vous citais, prendre mon vélo, faire du vélo, et j'étais bon, hein, j'étais champion de France de duathlon en faisant 3 sorties de 40 bornes en vélo. Voilà. Mais c'est normal avec le gros cardio que j'ai, un peu de vélo. Mais et puis après la vie de Monsieur Tout le Monde. J'ai été papa, j'ai des petits enfants, donc tout de suite si j'ai un peu de disponibilité, prendre un bain de jouvence avec ses enfants, ses petits enfants ou des potes. Alors mes potes maintenant, j'ai pas des potes de 63 ans, moi ils ont tous 40 ans, 30 ans, donc prendre voilà d'être avec des gens beaucoup plus jeunes, donc ça me conserve la tête, etc. Voilà, toujours des choses simples, hein, des sorties toutes simples, une réunion, on va dans un resto, on rigole un peu, voilà, mais pas des trucs qui demandent beaucoup d'énergie, quoi, hein. Je me vois pas reprendre du vélo ou faire de la gym, etc. Parce qu'il y a un moment, faut récupérer. Alors cinéma, lecture, ça j'aime bien, être un peu tranquille, le côté solitaire qui revient. Ok, ok, super. La dernière question, c'est évidemment comment les gens peuvent rester en contact avec vous. Vous avez donc une page Facebook, vous avez un site web. Comment les gens peuvent trouver vos ressources de façon Oh régulière? bah, il tape mon nom sur Internet. Il y a avec Oversteam, hein, il y a toutes mes vidéos, mes conseils, avec des langages très simples, hein. Non, Ouais, je ne ouais. parle pas de physio, les longues sorties, comment faire la VMA, comment on fait une séance, on s'échauffe, on fait la séance, on récupère. Donc bah, sur Internet, Dominique Chevelier, sur Facebook. J'ai une franco-américaine qui vient de signer à mon club qui a fait 2h36 au marathon, Julia Duval, qui a pris une licence chez moi pour avoir une licence française. Ouais. Donc, vous voyez, elle m'a contacté via Facebook. Donc, c'est toujours sympa d'avoir des relations comme ça. Alors, mon point faible, c'est un petit peu l'anglais. Voilà, j'avais un anglais très scolaire, mais c'est pas grave. Moi, je préfère avoir moins de monde autour de moi et puis que les gens aient le bon conseil plutôt que de vouloir me faire payer mes conseils et puis voilà, j'ai plus besoin de ça financièrement pour vivre, donc je donne des conseils ou alors des passionnés comme vous, etc., d'échanger comme ça, quoi. Ok, ok Dominique. Bah merci, merci. C'était une conversation formidable. Bravo encore pour toute cette carrière, cette longévité. Et puis j'espère que dans quelques années, on va refaire encore un petit. On se retrouve dans 20 ans. Bah, peut-être avant quand même, mais pourquoi pas? Oui, pour battre le record du fameux marathonien de 70 ans, là. Ouais, ouais, Voilà, ouais. voilà. Peut-être ça va vous tenter dans quelques années. Ça me donne un challenge. Et avoir des objectifs aussi. On a oublié de Ah dire. oui. Toujours avoir des objectifs dans la vie. Alors ça, c'est dans la vie de chacun, hein, dans la vie de tous les jours. Si vous n'avez pas d'objectifs, être passionné, avoir des objectifs, hein, pour résumer. Voilà, avoir un moteur dans la vie. Puis des objectifs, on a un ou deux dans l'année. Hein. C'est pas des objectifs tous les week-ends. Ouais. Et voilà. Et surtout, être passionné. Donc, je suis passionné par mon sport et d'échanger avec les autres. Grande sagesse. Allez, Bonne fin de bravo à journée. tous. Ouais, la sagesse. Ouais. Allez, salut, au revoir. Ciao, ciao.